Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour une nouvelle émission du format Back Issues, qui est votre format de chronique de bande dessinée américaine. C'est-à-dire qu'avec l'ami Corentin ici présent... Bonjour. Ça veut dire que tu attends, tu sais que ça fait des mois que je dis toujours l'ami Corentin qui est avec nous ici présent, tout ça, et à chaque fois toi tu dis salut juste quand t'entends ton nom. Et du coup on t'entend pas. C'est nul. Salut. Voilà. C'est Corentin qui est là avec nous. Exactement, voilà, c'est Corentin ici présent, c'est son nom de famille, ici présent, voilà, c'est un réflexe, celui que tu vas dire ça, je vais dire salut. Allez Corentin. Salut. Espèce de débile. Bref, donc, non, du coup, j'ai pas, avec mon collègue, juste à côté, eh bien, nous allons vous parler de bande dessinée que nous avons lue récemment, avec du bon, du moins bon aussi, puisque tout ne peut pas être bon forcément. C'est comme dans la vraie vie. Parfois, on tombe sur des haricots. C'est vachement bon, les haricots. Et parfois, on tombe sur, des salsifis. Et ça, c'est dégueulasse. Un peu comme les coupes de cheveux. Aussi, exactement. Des fois, voilà. On est bien coiffé comme moi, et parfois, on a la coupe de Corentin, et on se fait vanner par Neil Adams, paix à son âme, en direct de la Comic-Con Paris. Je suis très fier de ce souvenir. Effectivement. Moi aussi, j'en suis très fier. Tout ça pour vous dire que nous allons donc vous parler de bandes dessinées qui sont sorties plus ou moins récemment, et on va commencer sans plus tarder par Corentin qui va nous faire un petit retour sur Jupiter. Je sais pas pourquoi je prends l'accent du Sud. C'est un petit retour sur Jupiter's Legacy Requiem, une bande dessinée de Mark Millar qui est bonne. Est-ce qu'elle est bonne ou pas? On va le savoir ensemble, avec au dessin Tommy Lee Edwards d'un côté et Matthew Dow Smith de l'autre. Rappelez-vous, les haricots, les salsifis, ça va. L'accent s'est perdu pendant la phrase. on va en reparler. Donc, c'est sorti chez Panini Comics. Il s'agit donc de du troisième grand chapitre de la saga Jupiter's Legacy de Mark Millar. On vous rappelle que les deux premiers tomes, en tout cas le premier cycle, on va dire, était dessiné par Frank Quitely et que c'était incroyable. Et ensuite, il y avait eu Jupiter's Circle qui était pas mal, mais déjà moins bien. Non, c'était bien, mais c'était moins bien que Legacy, on va dire. Donc, dans cet univers qui réinvente un peu les codes du comics de super-héros et qui s'intéressait surtout, en fait, à l'héritage, à qu'est-ce que c'est, en fait, l'héritage des super-héros quand on vient d'une grande lignée et que quand on est jeune, on n'a pas forcément envie de suivre la trajectoire héroïque de papa et de maman. Jupiter's Legacy Requiem avait aussi été mené parce qu'il y avait la défunte série Netflix à l'époque, donc c'était quelque part une relance de la marque Millar dans son ensemble. Hey. C'était pas mal. Ouais, bien. Franchement, elle était bien. Donc, bravo, on la garde, merci. Et donc, le premier tome est arrivé chez Panini Comics. C'est pas l'intégralité de l'histoire, parce qu'il y aura une deuxième moitié qui devra venir par la suite. Et donc, de quoi ça parle, Corentin? Je te laisse un petit peu la parole. Eh ben, c'est la nouvelle génération, effectivement, puisque Circle, c'est la génération des grands-parents, maintenant, on peut dire. C'est vrai que, Circle était un préquel à Legacy. Ouais, qui racontait un petit peu. Alors, pour résumer rapidement l'histoire, en fait, le principe de Jupiter's Legacy, c'est aussi un hommage un peu aux comics de l'âge d'or, voire de la transition des comics pulp vers l'âge d'or, puisque c'est donc un explorateur, enfin, un boursicoteur, en fait, qui a tout perdu pendant le crash de 29 à Wall Street, qui part avec une partie de sa famille, son frère, sa femme et quelques-uns aussi de leurs domestiques, entre guillemets, sur une île qu'il a aperçue en rêve, et il pense qu'il pourra sauver les États-Unis, qui à l'époque effectivement étaient au bord de la ruine. En allant sur cette île, il pense qu'il y a un secret mystérieux qui s'y cache. En allant là-bas, on s'aperçoit on ne sait pas ce qui se passe exactement là-bas, mais ils reviennent avec des super pouvoirs, et donc ça parle effectivement d'héritage, ça parle de transition générationnelle, mais ça parle aussi quand même de proactivité, de proaction super-héroïque, super-héroïque par rapport justement aux problématiques sociales, à la géopolitique, à l'économie aussi. En fait, les deux premiers volumes de Jupiter's Legacy, c'était vraiment en fait que doivent faire les super-héros. D'un côté, on avait le Utopian qui était très clairement le Superman de cet univers, qui était calqué là-dessus, mais en plus âgé, avec un look plus zeusien. Et son frère qui, lui, justement, était un militant de l'activité super-héroïque, qui pensait que les super-héros, les surhommes, devaient prendre le contrôle du gouvernement américain, voire du monde, et imposer leurs décisions. Parce que lui, il avait les pouvoirs de Lex Luthor, on va dire, c'était à la fois un télépathe et surtout un surdoué intellectuel qui, du coup, avait vraiment résolu tous les problèmes de la Terre au niveau mathématique, au niveau des équations, au niveau de la gestion. Et il y avait un conflit entre ces deux frères, l'un qui pensait que les super-héros étaient plus là pour éteindre les incendies et empêcher les aliens de conquérir le monde, et qu'il fallait laisser aux humains la liberté d'agir par eux-mêmes.
Et l'autre, qui non, au contraire, pensait qu'il fallait faire un putsch et que les intellectuels devaient dominer le monde parce que les humains étaient pas capables de le faire tout seuls. Donc c'était un Miller super intéressant pour le coup par rapport à ce qu'il fait d'habitude, où en général, voilà, c'est rarement des trucs qui vont aussi loin. Il y a jamais cette recherche-là dans les Miller récents. Qu'on pense à Magic Order, qui est pour le coup une série qui est relativement appréciée. Ça ne brasse pas ces thématiques-là. Non. Pareil pour Sharky, pareil pour Space Bandits. Voilà, c'est qui est généralement plus des trucs très hollywoodiens. Donc on retrouvait un peu le Miller de The Authority. On retrouvait le Miller en fait des bonnes années Wildstorm, des bonnes années où il faisait du super-héros qui est social, qui avait un sens. Avec un récit qui allait vite en plus. Ouais, qui allait avec vite. Avec son lot de shock values à chaque chapitre. Tout à fait, et qui arrivait à bien jongler entre différents personnages pour qu'on ait l'impression d'une série univers quand même, avec plein de profils mis dans la boucle, la dynamique familiale qui était bien retranscrite, Frank Quitely brutal, les héritiers qui faisaient un petit peu aussi critique du Star System et des fils d'eux et filles d'eux, à la Lily Rose Depp ou ce que vous voulez. Donc vraiment une bonne série. Circle qui était donc plus le côté Mad Men où on suivait les premières années de ce truc-là, et c'était posé la question en fait à la fin de Jupiter's Legacy canonique, on va dire, mais d'où viennent les super pouvoirs, quelle est l'origine en fait de ces surhommes là. On parlait un petit peu, on disait que ça venait pas de la Terre, voilà, donc ça c'était déjà un premier élément qui était posé, et avec Requiem l'idée c'était donc de conclure en donnant la réponse, et ce que ne fait pas en fait ce premier volume de la fin. Parce qu'il y a une deuxième partie, donc fallait forcément garder des questions en suspens pour la deuxième partie. Mais il l'évoque même pas vraiment, en fait. Enfin, c'est vraiment juste un petit bout d'un numéro. Et tout le reste s'intéresse plutôt à qu'est devenu le monde une fois qu'il y a eu le combat entre le Utopien et son frère, Brainwave, je crois. Ouais. Qui du coup, voilà, en fait, a accouché d'une sorte de compromis. C'est-à-dire qu'il fallait effectivement que les humains prennent les bonnes idées des super-héros et que les super-héros acceptent de ne pas être trop impliqués dans les affaires politiques en échange. Donc on se retrouve avec un monde qui ressemble plus forcément aux nôtres, où la technologie a permis de contrôler par exemple les crises climatiques, mais où il y a quand même une Chine dictatoriale qui a enfermé les Ouïghours. C'est un des sujets de ce premier volume, puisque en fait les différents enfants de Chloé Samson, qui était donc la fille de l'Utopian, donc qui est un peu devenue la plus grande super-héroïne de la Terre après. C'est la nouvelle Lady Liberty. Hein. C'est la nouvelle Lady Liberty, comme sa mère, effectivement. Et donc elle, on avait déjà vu le principal, son fils, le petit blondinet, qui était déjà un héros très puissant dans la première saga, qui là est devenu le nouvel Utopian, et qui donc voilà, c'est Superman, c'est Jonathan Kent, on va dire, voilà, avec des petites variations. On va dire qu'il est pour le coup très hétéro, presque trop hétéro, mais je peux pas spoiler un truc parce qu'il y a un twist par rapport à ce personnage-là dans l'album. On arrive encore bien à jongler, pareil, entre différents profils. On voit que, alors, je suis désolé, je me souviens plus de tous les noms. Le fils un peu renégat, justement, de Utopian, qui lui partait en couille et allait avec son tonton, pour dominer le monde dans la première saga. Il est aussi présent. On t'explique qu'il a un fils caché, qui est un basketteur super riche. Bon, ça sert à rien pour le coup, enfin, pour l'instant. Le fils de Sky Fox, pardon, qui était, pour moi, le personnage le plus intéressant, parce que c'était vraiment c'est là où Mark Millar a concentré son côté super-héros de gauche très énervé, qui est ultra puissant et qui veut vraiment niquer le capitalisme, etc., etc. Et qui avait un fils, pareil, un fils caché, qu'il avait abandonné, qui avait un téléporteur, qui lui, en fait, devient un peu son père, et un peu une sorte de Hank Moody de Californication, c'est-à-dire qu'il veut juste picoler, et qu'il a été plaqué par sa femme, et que c'est devenu un peu un père indigne et tout. Donc, en fait, la dynamique familiale... Brandon, le fils renégat de Chopin. Donc, la dynamique familiale est plutôt bien retranscrite, c'est toujours aussi foisonnant, c'est des profils qui sont plutôt bien écrits par rapport à ce que fait Millar d'habitude. On voit qu'il s'implique dans cet univers, on voit qu'il a envie, et qu'il arrive à donner plein de directions en juste 6 numéros. Par contre, ça tient pas toutes ses promesses. Déjà, celle des origines, qui est effectivement très secondaire. L'adversité, qui est présentée aussi, a peu d'intérêt, parce que donc il y a des ennemis dans ce volume, évidemment. Et c'est très fonctionnel, très basique et très prévisible. Il y a toujours les fameuses scènes de cul où Mark Millar aime toujours son petit côté provoque. Regardez, mes personnages de moi, ils aiment bien baiser et tout. Et des scènes très violentes, de meurtres très cruels. Parce que pareil, Mark Millar n'arrive pas à s'empêcher un peu à la Garth Ennis de se dire, enfin, je trouve des façons cool de tuer mes héros, quoi. Oui, mais Jupiter's Legacy est un univers cruel. Oui, non, mais je suis d'accord. On se rappelle quand même, là, c'était à la fin du numéro 2, ce qui se passait justement à Utopian. Là, il se passe des trucs aussi qui sont pas du même niveau de cruauté parce que ça implique pas les mêmes personnages. Par contre, il y a des trucs qui sont gratos, on va dire. Il y a des trucs qui sont gratos, pas dans le sens où mais sur une échelle de Nemesis, c'est du Nemesis combien gratos C'est du Nemesis, c'est pas du Nemesis, non. Bah voilà. En fait, non, mais c'est compliqué d'en parler sans spoiler, mais il y a un personnage qui va séduire une autre personnage et qui après, plus tard, va mener à une scène très violente. Et ça, par exemple,
c'est vulgaire. En l'occurrence, je trouve vraiment ça vulgaire, mais il faudra que vous lisiez le truc pour voir de quoi je parle. Parce qu'il y a des relations entre les personnages qui sont vraiment faites pour amener du shock value, et en fait, des fois, il y arrive très bien, comme dans les premiers Jupiter's Legacy. Là, je trouve que c'est un peu moins bien dosé, mais c'est pas aidé par le dessin aussi. Ça te semble un peu plus automatisé, en fait? Comme s'il devait suivre une recette. C'est ça, voilà. C'est-à-dire qu'en fait, tu sais, t'as le train qui monte, et après, tu sais qu'il va chuter. C'est l'effet par attraction, en fait. Tu vois le build-up, tu dis, ah oui, donc ça va finir comme ça, d'accord. Et en plus, tu l'as vraiment fait en mode gros sabot, bon, d'accord. Bah, c'est Mark Millar, ça, par contre. Oui, mais je trouve que Jupiter's Legacy et Circle étaient en fait vraiment pour moi, une amélioration nette. Et là, on est quand même, encore une fois, dans du bon Millar. C'est un bon album, je vous conseille de le lire. Mais donc, au niveau dessin, il y a 2 problèmes. Déjà, il faut aimer le numérique. Parce que c'est Tommy Lee Edwards, donc on en avait déjà parlé quand on avait parlé de Grendel Kentucky dans les Backy Shoes. Donc rappelez-vous, on avait comparé ça à John Paul Leon, c'est toujours le cas, mais il a pris des atours beaucoup plus numériques qu'avant. Donc déjà, il faut aimer le numérique, il faut aimer les couleurs flashy, il faut aimer la BD sans contour, parce qu'il y a beaucoup d'effets numériques faits sans contour, où c'est juste en fait des aplats de texture et tout. Moi, je trouve ça très joli, j'admets, mais ça peut un peu péter à la gueule. Et si vous n'êtes pas du tout dans cette école-là, voilà, ça va pas vous plaire. Mais surtout, le vrai problème, parce que c'est juste une question de goût, c'est que l'album n'est pas fini par Edwards. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que, je sais pas si c'est parce que la série a été annulée, que du coup Netflix a voulu investir moins d'argent, ou parce que Edwards vous n'arrivez pas à finir l'artiste, ça coûte. Oui, mais ils sont bien payés quand même, les artistes de chez Millar World, et ils sont bien payés pour honorer un contrat sur 6 numéros. Donc, c'est assez inédit récemment. Depuis qu'il y a eu Millar World, il n'y a pas un artiste qui a. Ouais, mais ça, honnêtement, c'est juste un problème de deadline, je pense. Hein. Bah, ça me paraît quand même assez curieux, mais donc c'est Matthew Doe-Smith qui récupère ensuite le dessin, qui pareil s'inscrit dans une filiation avec John Paul Leon. Le problème, c'est que alors soit justement parce que Edwards a claqué la porte, ou qu'il a pas eu le temps de finir, et donc il a fallu demander à Doe-Smith de faire le truc en grande vitesse. Ça se voit, il y a des planches qui sont très très laides, très très bâclées. Et à d'autres moments moins, à d'autres moments tu te dis ah ouais là ça fait plus John Paul Leon, c'est pas mal. Alors, la mise en scène en plus c'est plutôt carré, parce que le coup du bâton téléporteur, qui est une très bonne idée, est vraiment utilisé avec intelligence et pour nourrir des twists et des rebondissements sympas. Mais par contre vraiment oui, ça arrive régulièrement ce genre de problème dans les comics quand les deadlines sont serrés. On se rappelle de Greg Smallwood sur Vampironica par exemple, où il était remplacé au bout de 4 numéros. Ouais, l'arnaque. Et là pour le coup c'était vraiment affreux quoi, parce que remplacer Smallwood c'est comme remplacer Tommy Lee Edwards, c'est pas facile parce que c'est des virtuoses tous les deux. Et en plus, ça casse l'unité graphique d'un album, ce qui est un truc qu'on ne doit jamais imposer à un lecteur, surtout sur un format relié. De mois en mois, à la limite, tu dis bon, bah, je comprends. Et encore sur des trucs de super-héros plus classiques, tu le comprends parce que c'est un rythme de production tel que ça arrive, en fait, que les artistes se remplacent ou s'enchaînent sur des fill-in et tout ça. Mais quand t'es sur une forme de creator owned quand même, hein, normalement, tu t'attends à ce que sur un seul segment de 6 numéros, ce soit la même équipe créative. Ouais, c'est la même équipe créative. Ou alors que s'il y a des changements d'artistes, ce soit justifié par autre chose que des contraintes temporelles. Bah ouais, c'est pour ça que j'arrive pas trop à comprendre. J'ai cherché un peu sur le Twitter de Tommy Lee Edwards s'il en parlait, et non, et même en général personne n'en a parlé. Je sais pas si la série a été très suivie aux États-Unis. Mais pour quand même dresser un bilan positif, effectivement, pour moi, la deuxième partie de l'album a beaucoup moins d'intérêt que la première. Donc en fait, les 3 premiers numéros, les 3-4 premiers numéros. Mais c'est quand même agréable, et surtout les twists qui sont dedans sont... Pour le coup, il y a vraiment un twist qui est, je trouve, absurde, qui pour moi n'a pas de sens. Il est surprenant, il fait son effet de twist, mais quand tu t'arrêtes 2 secondes pour y réfléchir, tu te dis, je comprends pas ce qu'il a essayé de faire avec ça, donc vous verrez si ça vous parle ou pas. Mais donc pour rester sur un truc plus positif, à mon sens, ça reste une bonne lecture. On dit souvent du mal de Mark Millar, et à raison, parce qu'il sait... surtout Corentin. Voilà, si on voulait parler King of Spies, par exemple, j'aurais beaucoup plus de choses négatives à en dire. Je trouve que c'est un truc qui est vide, creux, qui raconte rien. Là, en l'occurrence, voilà, tu les as dites. Voilà. là, ça raconte quelque chose. C'est pertinent par rapport au tome précédent. Les parties de Tommy Lee Edwards sont magnifiques. En fait, c'est vraiment, je trouve très dommage qu'il ait pas fait d'ongoing, en fait, Jupiter's Legacy, qu'il fasse vraiment un univers beaucoup plus long, parce qu'on voit qu'il a vraiment envie de dire plein de trucs avec tous les personnages. Là, ça te parle effectivement de la lutte contre les Chinois. Ça t'explique bien que les Chinois sont une dictature, et c'est d'ailleurs assez curieux de voir que DC s'était fait... contre le gouvernement chinois, oui, enfin, contre la les dictature, Chinois. oui, mais je veux dire, le régime politique chinois, dictatorial, etc. Mais tu vois, quand DC s'était fait emmerder pour la couverture de Golden Child, qui avait rien à voir avec les manifestations de Hong Kong, là, cette BD-là, elle te dit clairement, il faut libérer les Ouïghours et aller vous faire foutre. Netflix, il n'y a pas eu de scandale apparemment sur Weibo ou je sais pas quoi. Donc c'est plutôt chouette de voir Millar qui parce qu'ils ont pas lu, ils ont pas lu la bande dessinée. Bah, est-ce qu'ils avaient lu Golden Chain? Ils avaient juste lu la couverture. Non, mais c'était des supports promotionnels, alors parce que Netflix ou Image a pas fait de promotion avec des planches intérieures.
en disant regardez, dans notre comics on dit à la Chine d'aller se faire foutre. Ouais, non mais ils disent vraiment libérer les Ouïghours. Je te dis, moi je trouve ça bien parce que non, ça te parle, mais en même temps c'est du pipi dans un violon, quoi. Non mais c'est pas la question. Mais évidemment, c'est pas avec la BD qu'on va sauver le monde, je suis d'accord, mais ce que je veux dire c'est que de voir Millard va sauver le monde. De voir Millard qui s'implique encore dans des débats de société, un truc qui justement franchement il a vraiment juste du gadget pour parler de capitalisme. Il aurait très bien pu faire juste qu'est-ce qui traîne sur Twitter en ce moment, tiens les Ouïghours, vas-y je vais faire une ligne là-dedans, mais là c'est toi qui es cynique en vrai. Jupiter's Legacy, le premier cynique, c'est un rapport français ta gueule. Les premiers albums justement de Jupiter's Legacy, c'était vraiment qu'est-ce qu'on veut comme mode de société, est-ce qu'effectivement les super-héros qui sont des figures populaires ont pas un rôle à jouer politiquement. Enfin, ça posait des vraies questions aux gens. Mais ça posait des questions politiques. Qu'il avait déjà fait dans The Authority et que même Warren Ellis, Alan Moore, Grant Morrison ont déjà fait des millions de fois avant. Mais c'était quand même agréable de la part d'un mec qui n'a plus besoin de faire ça, ou qui même qui pourra juste se contenter de divertir et de mettre de la violence et du cul, pour amuser la galerie. Donc il a envie une petite verve d'adolescent un peu rebelle, tu vois. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il a envie de se faire bien voir par le wokisme. Alors ce qu'il faut dire, en fait, c'est qu'Arnaud n'a pas lu le truc. Du coup, là, il dit que des conneries parce qu'en fait, il a rien d'autre à dire. Comme d'hab. Donc voilà. J'ai lu le premier numéro, on en avait parlé en Back Issues VO. Enfin bref, moi je trouve ça sympathique. Faudra voir la conclusion qui sera a priori la fin de Jupiter's Legacy. Et ce que je trouve encore une fois très dommage, que ça nous montre qu'en fait Mark Millar sur le temps long est bien meilleur que dans ces formats de 4 numéros chiants qui sont juste des pitch, des bibles de projets pour Netflix. D'accord, c'est pas très sympa pour les pitchs. Ça faisait longtemps. Du coup, c'est toi qui es méchant avec Mark Millar, en fait. Tu l'as défoncé, là. Mais non, je l'ai pas défoncé. C'est positif, le mec, rappeur français, je sais pas quoi. Non, mais c'est pas ça, mais c'est que sur les trucs des Ouïghours, machin, toi, t'es en train de faire de Mark Millar le nouveau gauchiste. Je te dis pas qu'il mérite. Il a fait ça pour l'argent, pour bien se faire voir de la part des SJW qui lit des comics, alors que avant c'était pas politique, c'est tout ce que je veux dire. Voilà, arrêtez de mettre de la politique dans les comics, merci. Bon, allez, c'est bon, tu m'as saoulé. C'est tellement facile. Allez, Corentin, donc. Parce que t'es saoulant, en fait, naturellement. Mais je sais, comme un bon vin. Oh là là. Donc, Jupiter's Legacy Requiem, c'est disponible chez Panini Comics pour la somme de 22 €. Et donc, la suite arrivera quand la VO aura également commencé de son côté. On va passer du côté salsifie de la force, puisque là on était plutôt dans les haricots, et je vais maintenir cette analogie parce que ça vaut le coup alimentaire pendant tout le reste de ce podcast, et vous allez rien faire. Et voilà. Ils peuvent arrêter d'écouter. Non, j'en connais un qui doit déjà plus en pouvoir, et tant pis, tu vas quand même écouter parce que voilà, c'est comme ça. Mais on espère que là on est plus dans le mi-raisin que mi-figue. Ouais, clairement. Transforme l'allégorie. C'est vrai. Je préfère. Je sais pas si. Non, la figue est supérieure au raisin. Arnaud. Ça se discute. Ça se discute. Non, non. Tu vois. Est-ce que tu peux faire du vin avec des figues? Tu peux tout faire avec des figues. C'est vrai? Bah ouais. Non, de la liqueur de figue, peut-être. Je ne te crois pas. Tout ça pour te dire que nous allons donc passer vers un album un petit peu moins apprécié, enfin en tout cas qui est très joli, mais dont l'histoire est moins passionnante. En tout cas, ça nous a un petit peu moins plu. Surtout, ça nous a un peu déçus, même par rapport aux auteurs qui sont présents dessus. Donc, on va vous parler de Sea of Stars, qui est sorti chez Urban Comics après une édition américaine chez Image Comics. C'est écrit par Jason Aaron et Dennis Hopeless Allum, et c'est illustré par Stephen Green avec les jolies couleurs de Rico Renzi. De quoi ça parle? Eh bien, Corentin, de quoi ça parle? Ça parle de vaisseaux spatiaux, ça parle d'un père et d'un fils perdus dans l'espace, un peu comme dans la série Netflix, mais quand même en un petit peu mieux. Ça parle de civilisation aztèque d'une autre planète. Ça parle de gros requins de l'espace aussi. Il y a une IA robot ultra rigolote quand même. Voilà, donc plein de concepts, plein de rebondissements dans une histoire qui nous parle surtout d'une relation père-fils. C'est ça. En fait, ça ressemble à ce qu'aurait probablement pu faire Jeff Lemire. Et parce qu'au début, enfin en tout cas le début. Au début, c'est très Lemire. Jeff Lemire. Ouais. Donc c'est effectivement c'est un transporteur routier de l'espace. Un transporteur, en fait, qui doit justement amener une cargaison d'un ancien musée en fait vers une autre planète. Il en profite pour emmener son fils avec qui il a quand même des problèmes depuis la disparition de la maman dans la famille. Arrive un moment où il se retrouve face à une sorte de léviathan de l'espace, justement. Ludique de l'espace, parce que c'est un univers en fait qui présente l'espace au départ en tout cas comme une sorte Sea of Stars, donc comme une sorte de monde aquatique où il y a des créatures qui peuvent sans propulseur ni rien nager à travers l'espace. Et donc effectivement, on t'explique qu'il y a des requins, les Quark Sharks, il y a des requins
Ouais, mais la bête qui cosmique, arrive, c'est plus un Quarker. c'est plus une sorte de Léviathan. Mais ça me fait un peu penser au design, c'est des énormes baleines Kitori, là, dans Avengers. Un petit peu, ouais. Mais après, elle a un rôle dans l'histoire, en plus. Tout à fait. Cette baleine. C'est marrant, d'ailleurs, parce que moi, au départ, en voyant les premières planches quand ça avait été annoncé, je croyais que ce serait une sorte de We Only Find Them When They're Dead, tu vois, avec le côté baleinier, le côté Moby Dick, la grosse bête et tout. Et en fait, pas du tout. C'est-à-dire que, je pense, et je vais aller directement là-dessus, que, en fait, à mon sens, c'est un peu un coup manqué, ce titre, déjà, qui s'achève au bout de 11 numéros, ce qui est une durée très bâtarde et qui ressemble pas à ce qu'on voit d'habitude. Bah, ça veut dire que clairement, il y a eu un premier arc. Ouais, de 5 numéros. Ouais. De 6 même, plutôt. Tu trouves? Ouais. Pour moi, c'est comme ça que je le vois. Et que clairement, quand le deuxième arc est sorti, il y a eu à mon avis, un problème au niveau des ventes. On leur a dit, non, mais en fait, on va couper court et en fait, vous le terminez aussi vite que vous pouvez. Et, ça a même pas pu faire le 12e numéro pour faire de TPB de 6, tu vois. Et même justement, la raison pour laquelle je dis au début on pense que et ensuite non, c'est qu'on s'éloigne très vite de l'idée d'une sorte de faune spatiale qui serait une faune marine déportée dans les étoiles. C'est beaucoup moins le sujet dès lors qu'arrivent effectivement les Aztèques, donc une civilisation qui effectivement s'inspire des Aztèques, de la vraie vie, de notre vrai monde à nous, mais encore une fois à une échelle cosmique, puisque l'un des artefacts que trimbalait le papa est lié à cette civilisation et à des dieux. Voilà, donc j'ai un peu du mal à voir ce que ça me raconte en dehors effectivement parce qu'au départ il y a un petit côté monde de Nemo, tu vois, avec ouais, carrément. Déjà le côté maritime, enfin le côté aquatique, le gamin qui est perdu, le père qui le recherche, on va suivre les deux histoires en parallèle, à la fois le gamin qui s'éclate dans l'espace avec ses nouveaux copains. Pareil, un petit côté Disney, tu vois, Balou et Bagheera, il y en a un qui est plus sérieux, l'autre qui est plus couillon, tu vois. Puis l'enfant perdu, encore une fois. À côté, le père qui, lui, va plutôt mener une sorte de croisade survivaliste où il va défoncer des tonnes de bestiaux. Ce qui est plutôt cool. En l'occurrence, on n'est pas du tout opposé à l'idée, voilà, du père acharné et, encore une fois, à la Jeff Lemire qui traverse une zone dangereuse et qui se bastonne, effectivement, qui se fait des copains plantes et une IA de flic, flic robot. Un flic robot, une vieille IA de flic qu'il arrive à domestiquer, qui devient son commentateur personnel. Sauf qu'au lieu de lui donner des conseils, il passe son temps à lui dire tu vas crever, espèce de merde. Tu mérites pas et tout, voilà. Ouais. Donc ça c'est plutôt marrant, mais après voilà, à mon sens, même au niveau du dessin, je trouve que la fin fait effectivement bâcler. Comme si tout le monde avait une sorte de sentiment un peu de dégoût ou de fatigue ou de coup manqué, en fait. Vraiment, moi c'est ce que ça m'évoque. Je sais pas qui écrit les dialogues, si c'est Hopeless ou Aaron. Je pense que c'est Hopeless. Plus reconnu Aaron dans la partie paternelle, mais en tout cas le gamin me paraît, enfin il m'est vraiment très insupportable. Il est censé avoir 9 ans, donc évidemment c'est pas. C'est insupportable. T'as déjà vu des gamins de 9 ans? Ouais. C'est insupportable. Ah, je suis sérieux? Ouais. Parce que moi je croyais que après 8 ans ça commençait à... Ah non, c'est les pires. D'accord. Bon bah si vous avez des gamins de 9 ans chez vous, faites gaffe. Entre 6 et 12 ans là, mais ouais, tape dans la gueule, bam. Donc faites pas ça. Non, ça on n'a pas le droit, ça. Ouais, c'est interdit. Donc voilà, le gamin, je trouve l'écriture assez agaçante en fait. Je dirais pas que c'est Garissou, ce que vous voulez, mais il y a vraiment un côté le gosse, tu sens qu'il traverse le volume comme une sorte de comète inarrêtable. Ce qui, moi, m'agace. C'est pas, ouais, Garissou, c'est un peu nul comme expression, mais c'est quand même le personnage où, effectivement, au bout de 3 chapitres, t'as compris qu'il ne lui arrivera rien. C'est ça, voilà. Et encore, ça peut être, tu vois, genre Son Goku, c'est ça aussi, par exemple, dans les débuts de Dragon Ball. Ouais, mais là, c'est même pas ludique, il est marrant. Quoi. C'est vraiment, il y a un côté, ouais, je sais pas, peut-être qu'ils ont essayé de faire un truc un peu enfant très puissant, et du coup, ça devrait avoir du charme à la Tezuka et tout, mais en fait, pas du tout. Moi, en définitive, non, je trouve que c'est un album qui se trouve pas, quoi. Et l'association entre Hopeless, qui est un mec plutôt, j'allais dire qu'il est marrant, ça dépend des projets. Mais c'est pas lui qui avait fait Exo Manowar, dont on avait parlé l'autre fois. Si. Tu vois, voilà, c'est cette écriture ultra rythmée, à la Bendis, vachement blockbuster et tout. Alors qu'Aaron, c'est l'inverse de ça, généralement. En dehors de ces séries Marvel, on va dire, ces BD en indé, c'est plutôt la violence, un côté l'humain ne pourra pas être sauvé, un côté les petits coins de paumés, justement. Alors, là, il y a un peu de ça aussi par rapport à la civilisation, qui ont des histoires très compliquées entre elles. La triple narration temporelle qui n'est pas là. Du coup, je ne reconnais même pas sa narration, tu vois. Oui. Mais c'est vrai que le fait même sur les Avengers, c'est son gimmick d'écriture. C'est il écrit passé, présent en même temps, au moins, et peut-être le futur ensuite, comme sur Thor, comme sur Seven Bastards, comme sur, Scalped, et voilà, effectivement, qui reste son magnum opus à mon avis. Donc là, justement, pour le retour de Aaron chez Image, je trouve ça décevant. Le graphisme est superbe.
Il y a rien à dire dessus. Les designs sont beaux, sont inspirés, les couleurs sont magnifiques. Les créatures qui sont inventées pour cet album-là sont très très bien. Ça, c'est que t'as un univers qui est quand même chouette visuellement. T'as eu pas mal de recherches et le fait d'emprunter à la fois au langage de civilisation un peu d'Amérique du Sud, mais aussi tout ce qui est faune et flore marine, en fait, ça te fait en plus adapté à l'espace, ça fait quand même un univers qui est plutôt assez agréable à regarder. Agréable, ouais. Et puis voilà, effectivement les designs même les macaques qui font même un peu Kirby ou même Mignola, je trouve. Les macaques de l'espace, tu sais, sur certaines planches où on voit que leurs yeux avec les aplats noirs pour dessiner les formes. Mais même les designs justement aztèques sur la fin font pour moi un peu Mignola. Ouais. Mais je te dis, j'ai l'impression alors soit qu'on a compacté une histoire qui aurait dû durer plus longtemps, mais même dès le début en fait, moi je te dis l'écriture des personnages m'irrite un peu, donc je le recommanderais pas forcément en fait, tout simplement. Par contre, ce qu'il faut dire, c'est que de la même façon qu'on ne lit pas Jeff Lemire, de la même façon, si on est père soi-même ou si on a un rapport compliqué avec ses parents, peut-être qu'il y a des papas qui vont avoir envie de cette histoire, qu'ils vont reconnaître leur gamin sur son côté qui se croit invincible. J'en avais parlé avec Darkfry d'ailleurs, je me souviens quand on parlait de Batman et Robin, tu sais, avec Damian Wayne, et qui nous disait, mais c'est parce que lui-même est père. C'est vrai qu'à cet âge-là, tu sais, les gamins, ils se croient invincibles, ils partent à l'aventure, ils se font des petits délires et tout. Et peut-être qu'il y a une réalité, peut-être que Hopeless, je sais pas s'il est père lui-même, a trouvé une sorte de restitution de son vrai fils ou des enfants d'un ami, je ne sais pas. Et peut-être que du coup, la sincérité nous échappe à nous qui sommes deux jeunes cons. Mais voilà, enfin, tel quel, c'est le premier peut-être, tel quel, deuxième. Moi, je considère que c'est vraiment un coup manqué. Très bien. Et ça m'agace parce que j'attends avec impatience le retour d'Aaron en indé encore du coup maintenant. Ouais. Et donc c'est disponible chez Urban Comics pour la somme de 24 €. Et donc vous l'aurez compris, c'est pas forcément quelque chose qu'on vous recommande vivement. Mais vous pouvez toujours sinon passer en bibliothèque, voir si au pire le titre est disponible ou le feuilleter en librairie et voir si ça vous tenterait quand même. Effectivement, peut-être que le fait que nous n'avons pas d'enfants chiants de 9 ans à domicile a peut-être un impact sur le ressenti que l'on peut avoir vis-à-vis des thématiques. Mais on a Polo. Oui, mais Polo, c'est juste un gros chat relou. Il est un peu chiant. Ouais, mais il est moins chiant qu'un gosse de 9 ans parce qu'il est pas non plus hyper actif, Polo. Si tu le regardes à l'heure actuelle, il est trop mignon. C'est juste un sac de poils posé qui bouge pas. Une grosse boule de fluff. Allez, Corentin, du côté de Delcourt maintenant, on passe à un album particulier. Ah, c'est pour toi ça. C'est un album. Non, tu vas réagir aussi. D'accord, tu vas réagir à ce que tu vas regarder. Des balles pourries sur Cynic. Tu vas m'écouter. Vas-y, parle. Donc, nous allons vous parler d'un album qui s'appelle Blacking Out. C'est écrit par Chip Mosher, qui était l'ancien directeur de Comixology Originals, qui est passé en interview Flex sur First Print en début d'année, puisqu'on l'avait rencontré à Angoulême. Voilà, on est comme ça. Et c'est dessiné par Peter Krause, qui a collaboré, par exemple, avec Mark Waid sur Irrécupérable. Et donc voilà, donc une équipe créative plutôt importante. Et surtout en fait l'histoire derrière cet album, c'est qu'en fait Chip Mosher qui vient en France très régulièrement, notamment dans le cadre de ses activités avec Comixology, puisque faut savoir que Comixology a quand même avait en tout cas une forte implantation en France, et que c'est même eux qui finançaient pas mal des soirées de Angoulême, tu sais, les soirées au Magic Circus machin truc. Il y a souvent une soirée Comixology et machin. Elles sont bien ces soirées. Ouais, voilà. Elles sont rigolotes ces soirées. Bon souvenir. Corentin. Et donc en fait il est amoureux tout simplement de nos albums en format franco-belge, vraiment le classique 48 cc, donc album cartonné 48 pages couleur, et il avait envie de simplement de faire la même chose. Donc en fait c'est passé par une campagne Kickstarter aux États-Unis qui a plutôt bien fonctionné. C'était validé. Ils ont vraiment assumé dès le départ de dire que ce sera un album de 60 pages et quelques dans ce format-là, de façon à pouvoir aussi un peu utiliser la place des planches en fait, qui sont plus grandes et donc qui permettent un découpage plus comment on dit, riche, voilà, généreux, avec plus de cases quoi, tout simplement. C'est très... je sais pas l'adjectif en tête, pardonnez-moi. Et c'est donc arrivé maintenant chez Delcourt, puisque vous le savez aussi que il y a des liens importants entre Comixology et Delcourt, qui s'occupera justement de publier de tous les titres Comixology Originals sortis ces dernières années, notamment le All-Nighter de Chip Zdarsky par exemple. Encore un chip. Yes. C'est tout. Ok, c'était oui, d'accord, ok, ouais. Voilà, Chip Très Zdarsky, Chip Mosher. Et donc, de quoi ça parle, Blacking Out? Je sais pas, je vais te le dire, c'est un polar qui s'intéresse à Conrad, qui est un ancien flic, qui est un peu trop accro à la bouteille. Waouh. D'alcool.
Il est un peu alcoolique et qui enquête en fait sur une affaire d'un meurtre d'une jeune fille qui est pas résolue. En fait, dont on a retrouvé le cadavre calciné dans la forêt aux alentours de sa ville dans laquelle il travaillait. Et qui a tué Pamela Rose. C'est ça. Et en fait, il est persuadé que celui qu'on présente comme le coupable idéal, c'est-à-dire son père qui accessoirement battait sa fille, en fait, l'aurait aussi tué. Donc lui, il est persuadé qu'il y a quelque chose d'autre, surtout qu'il voit, en fait, sur une des photos, un crucifix. En fait, il se dit qu'il y a quelque chose par rapport à ça et il va partir, en fait, avec très peu de preuves, va remonter le fil de l'enquête en parlant aux gens du village, enfin de la ville, et tout en renouant des liens avec la vie qu'il avait quittée parce que justement il picolait trop et qu'il est considéré comme un flic déchu. Donc un polar qui essaye un petit peu de mettre son personnage face à un peu au fatalisme en fait, c'est-à-dire de l'image qui lui colle à la peau par rapport à ses déboires, et surtout pour moi en fait c'est un polar à twist pour le coup qui repose vraiment sur un élément on va dire un peu central qui lorsqu'il arrive fonctionne très bien sur sa shock value, et d'autant plus que à partir du moment où cet élément, que je ne peux évidemment pas vous dévoiler, à partir du moment où cet élément arrive, tu te poses toujours la question de comment va réagir le personnage après ça, et la façon dont ça réagit et où ça va, c'est quand même assez surprenant, ce qui enlève un peu quand même une forme de relecture par rapport à ça, parce que tu regardes jamais, enfin une fois que tu as vu Sixième Sens, tu le regardes pas non plus une deuxième fois en te disant c'est cool, ou même Usual Suspects par exemple, tu vois, quand tu connais la fin c'est un peu moins intéressant. Donc je sais pas si c'est une lecture qui peut s'apprécier plus d'une fois, mais par contre je trouve que c'est quand même plutôt efficace dans le terme de polar, et que ça justement que la fin rattrape beaucoup le reste, parce que sinon l'enquête elle est quand même un petit peu lente. Et alors autant je comprends qu'ils aient voulu faire ce format en 55 pages par rapport à leur amour du franco-belge, autant malgré ça je pense que parfois il y a des pistes qui vont un petit peu vite et que ça aurait mérité, mais de façon à ma limite, parce que je pense que tu faudrait que tu le lises, Corentin, mais qu'il y a un côté un peu reckless aussi dans l'ambiance polar et tout ça, et que ça aurait gagné à l'instar d'Heracles d'avoir quand même un petit peu plus de planches pour développer soit certaines pistes narratives, soit s'intéresser un peu plus à ces personnages. Peter Cross, c'est joli, clairement, parce qu'il y a aussi cette Giulia Bruscio aux couleurs, qui avait notamment fait les couleurs de Goodnight Paradise, donc qui est vraiment quelqu'un qui est une très bonne coloriste. Mais justement par rapport à la couverture, avec un ancrage très prononcé, et clairement Conrad a un peu une tête de Keanu Reeves, je trouve limite que l'intérieur est trop propre. Ça me fait limite penser un petit peu à Nicolas Petrimo sur Il faut flinguer Ramirez, tu vois. C'est peut-être aussi un truc un peu l'idée de faire du franco-belge. Ouais, mais le truc c'est que les personnages par contre sont enfin Conrad c'est quand même c'est un alcoolique fini, c'est quand même plein de personnages assez sombres et tout ça, et ça te vend une ambiance vraiment poisseuse, et je trouve que limite je sais pas si c'est parce que c'est pas assez ancré, ou peut-être les couleurs qui font que, alors qu'elles sont jolies, tu vois, mais je trouve qu'en termes d'ambiance il y a quelque chose qui dénote, et j'aurais aimé que il pleut pas assez dans cette BD, c'est pour ça en fait, clairement. Et polar chez la pluie. Non, mais vraiment ça participe quand même. Donc voilà. Donc je trouve que par contre c'est intéressant. Je trouve que c'est une expérience qui est assez intéressante de lecture. Donc si vous aimez le polar, à mon avis, c'est quelque chose qui vous plaira. Et puis ça reste par rapport aux autres comics, hein, c'est à 14,95 €. Donc certes c'est pas énormément de pages, mais comme dit le grand format fait qu'il y a quand même techniquement plus à lire si on veut réfléchir dans ce genre de pratique commerciale, comme si on était vraiment en train de vendre des haricots ou des salsifis. On est quand même plus du côté du haricot que du salsifi sur ce coup-là. Je trouve que c'était quand même plutôt intéressant à lire. C'est-à-dire que c'est bien. C'est pas mal. D'accord. C'est pas mal. C'est pas quelque chose, c'est pas si vous avez des contraintes budgétaires. Non, il y a des choses beaucoup plus intéressantes et plus réussies dans le polar. Je vous renvoie à notre podcast sur Ed Brubaker pour avoir une idée de qu'est-ce qui peut être bien dans le polar. Mais justement, par contre, il y a November aussi. Voilà, il y a November également qui est sorti récemment, dont on vous a dit le plus grand bien. Mais si vous avez lu tout Brubaker, tout November, et que vous avez beaucoup de l'argent, déjà vous pouvez donner sur notre page Tipeee. Mais sinon, vous pouvez vous risquer à lire Blacking Out. Je pense que vous ne serez pas déçu. En tout cas, ça m'a donné envie. C'est vrai? Du coup, je vais te le prendre. Je vais te le prêter. Car j'aime bien les polars, les alcooliques.
On va aller du côté de Godzilla maintenant avec le titre Godzilla The Half Century War, la guerre d'un demi-siècle, qui est publié aux éditions Vestron, petite maison d'édition qui fait beaucoup de comics de licence et notamment du Godzilla, mais qui choisit aussi pas mal ses projets en fonction de certains artistes-auteurs. Et si vous appréciez James Tocco, déjà c'est bien parce qu'il faut apprécier James Tocco, et en même temps bravo. Non, mais en même temps, qui n'apprécierait pas James Tocco? Faudrait vraiment être fou pour ne pas kiffer ses dessins. Eh bien, voilà, justement, James Tocco, c'est quelqu'un qui a fait pas mal de comics sur Godzilla, sur Alien et tout ça. Et c'est disponible en VF chez Vestron. Et donc, Corante, avec The Half Century War, en fait, on va vraiment suivre la quête d'un soldat qui, au moment de la première apparition de Godzilla dans les années de Seconde Guerre mondiale, en fait, est chargé d'essayer de l'éliminer, ne va pas réussir, bien entendu, et en fait en 54, pardon, voilà, merci. L'année du premier film Godzilla. J'ai dit post Seconde Guerre mondiale, j'espère. Non, je crois que t'as dit Seconde Guerre mondiale. Voilà, ce que je pensais. Peut-être qu'elle a duré plus longtemps dans ta version de l'histoire. Mais attends, c'était les essais. Ah non, c'était les essais nucléaires. Quelle année chez toi, là, c'était les essais nucléaires d'après Seconde Guerre. C'est pour ça. Eh oui. Voilà. Donc, le soldat en question. Parce que 54 et 45, je ça se comprend, tu vois, je confonds les chiffres comme ça. Ça va, putain. Donc, voilà, et donc il va essayer de l'arrêter, ne va pas réussir, et en fait chaque chapitre t'emmène alors pas 10 ans forcément dans le passé, mais en fait à toutes les périodes à des périodes de conflit, en fait, où Godzilla va réapparaître, où il essaiera à chaque fois de l'arrêter. On va suivre c'est presque comme Life Story, en fait, le protagoniste par lequel on voit vraiment l'histoire vieillit en temps réel et va s'apercevoir qu'au final rien ne peut stopper Godzilla. Oui, c'est aussi près que contrairement à Life Story, le fanservice se trouve pas sur le personnage principal. Oui. Même si techniquement Godzilla est aussi le personnage principal. Donc effectivement, c'est intéressant parce que en filigrane, ça te raconte des choses évidemment sur l'impuissance de l'humain à faire face à une créature aussi puissante, etc., etc. Et à la nature. Et on pourrait effectivement trouver des sensibilités écologiques là-dedans, ou simplement la passion de James Tocco pour le personnage de Godzilla, qui effectivement au fur et à mesure des générations, enfin des scènes qui nous sont montrées, moins qu'un monstre devient en fait une figure que le héros apprend à respecter. Donc ça, voilà, on pourrait considérer que c'est une sorte de message éventuel. Mais surtout, moi je le vois plus comme une sorte d'analyse ou de critique sur en fait le gain de popularité de Godzilla, qui effectivement en 54 quand il apparaît est un monstre qui ravage Tokyo, donc comme dans le film justement. Et en fait, plus tard, après, va développer sa propre mythologie. Et donc, on voit qu'il y a de plus en plus de monstres qui apparaissent. D'abord puis voilà, après t'as Megalon, t'as Mothra, puis t'as Gigan, King Ghidorah, et puis t'as Mechagodzilla. Donc, t'as comme un gros bestiaire qui est positionné. En parallèle de quoi, évidemment, les monstres détruisent la Terre, peu à peu. Donc ça, voilà, on peut voir ça, en fait, aussi comme une sorte de maximisation des possibles par rapport au premier Godzilla, qui était juste, en fait, une créature de film d'horreur. Puis après, ça devient une sorte de franchise que le public finit par aimer comme le héros, et qui a fini par trouver une sorte de côté un peu Casimir dans ce personnage qui au départ incarnait plutôt la peur nucléaire et qui en fait à la fin devient un protecteur de l'humanité. Il y a des films où c'est l'ami des enfants. Hein. Oui, bien sûr, mais le dessin animé même, même plusieurs dessins animés avec Nick Tatopoulos. Mais finalement, ouais, c'est un très bon album parce que déjà graphiquement c'est irréprochable. Le reproche qu'on pourrait faire, c'est comme avec Vestron, c'est que le standard est un peu étouffant par rapport à la qualité des dessins qu'on a. Parce que c'est un petit format par rapport au format standard des comics qu'on a. C'est plus petit que la moyenne et du coup, quand c'est un artiste aussi généreux avec des planches aussi fouillées et une mise en scène aussi spectaculaire qu'un James Tocco, là t'aimerais bien que c'est à la limite la taille des planches d'un Blacking Out. Voilà. En plus, c'est vraiment un sens du détail. Là, le moindre petit nuage de poussière est joli. On voit rarement Godzilla en pied, on va dire, parce qu'il se fait souvent tirer dessus. Et il y a un dynamisme fou. Tu sens la puissance justement de cette créature. Tu sens évidemment l'impossibilité de lui faire face par rapport à l'humanité, qui en fait sont juste des fourmis quoi par rapport à lui. C'est très beau, les combats sont très beaux. Ça sent effectivement le mec qui est vraiment fan de Godzilla. Le bestiaire utilisé aussi qui est très agréable quand on est un amateur de cette mythologie. Mais un petit côté le King Ghidorah, il est mortel. Ouais, exactement. Mais j'en ai déjà parlé, je crois, par rapport à d'autres travaux de Stocco. Il y a un petit côté run aussi, je trouve. Il y a un petit côté Doggy Bags One Shot dans déjà l'aspect un peu désespéré, même au niveau du dessin, je trouve. Le trait entre manga et comics avec les gros yeux, les gouttes de sueur, le dynamisme constant, l'amour des flingues aussi quelque part. Si vous êtes fan de 619, pardon, peut-être essayez d'y jeter un œil, ça va peut-être vous plaire, vous rappeler des bons one shots
par le passé, même si ça n'a pas ce côté beauf américain ou sous-culture, hein, évidemment. Donc voilà, c'est vraiment très beau, c'est un kiff quand on est fan de Godzilla, en fait. C'est généreux, ça régale bien. C'est beaucoup mieux fait, par exemple, que celui qui se passait à travers les époques, là. Ouais. Anthologie avec différents artistes à chaque fois. C'était pas le Godzilla in Hell? Non, c'était un autre. Non, c'était avant. C'était celui avec le Japon féodal, qui reprenait l'histoire des invasions de Kublai Khan et tout. Ouais, je m'en rappelle. Mais enfin, on en avait parlé aussi. Celui-là, c'était plus un plaisir fan service si on est fan de Godzilla et si on voulait le voir dessiné en estampe. Mais il y avait James Stokoe aussi dedans, hein, je crois. Peut-être, ouais. Mais là, c'est vraiment plus du Godzilla pour les fans de Godzilla, qui, voilà, en plus t'isole bien le côté histoire du monde réel avec la guerre au Vietnam, l'évolution technologique, qui te met une intrigue par rapport à un scientifique qui a une sorte d'appât à kaiju, pour quand même que les héros aient quelque chose à faire. Ouais, c'est ça, ouais. Et t'as vraiment des planches qui sont magnifiques quand justement ils doivent aller d'un point A à un point B dans leur van. Et pareil, tu vois aussi des détails qui servent à rien. Tu vois, genre, dans leur équipe, il y a un peu des hippies qui eux s'en foutent des flingues. Leur van qui fait justement très cinéma années 70-80. Même il y a un côté Kong Skull Island au niveau des éclairages, des hommages à Apocalypse Now, etc. Donc ouais, c'est bien inspiré, c'est bien référencé. Godzilla lui-même, Godzilla, il est merveilleux, magnifique, il a un charisme de fou et Godzilla, c'est la vie. Mechagodzilla qui prend un rôle très différent par rapport à ce qu'il est en comics, j'allais dire, au cinéma. Donc oui, non, si vous êtes fan, ça va vous plaire. Si vous êtes moins fan, ça reste une très bonne BD qui est très belle et qui est très dynamique et qui en fait vous occupera les mains pendant 1h30, on va dire, mais même grand maximum en fait, hein, ce sera plutôt 1 heure. Et qui fait carrément le boulot. On le rappelle à chaque fois, mais Vestron, en fait, ils font du comics à licence, mais ils vont jamais prendre les sous-produits de bas de catalogue. Ils vont essayer de trouver les grands auteurs et les grands artistes qui sont passés par la licence. Comme Alex Ross sur le Terminator, par exemple, comme effectivement Stokoe sur Alien, comme Michel Fif sur G.I. Joe. Donc ils ont, en fait, c'est les passionnés de comics, c'est les amoureux des comics qui aiment les artistes talentueux, mais qui aiment bien aussi les franchises et qui donc vont essayer de croiser un peu les deux en prenant le meilleur de ce qui a pu se faire en termes de comics de franchise par le biais des grands noms, des grandes plumes. Donc voilà, on sait que Stokoe, il finira par compter. Pour l'instant, il est encore un peu discret parce qu'il a pas 40 projets signés à son nom, en tout cas de grands ongoing ou de grandes mini-séries. Mais pour vous préparer à la suite, quand il aura 40 Eisner Awards et compagnie, vous pouvez commencer par là. Et si vous aimez en plus cette bête merveilleuse qui est Godzilla, ça fait le boulot, j'ai envie de vous dire. Voilà. Et donc c'est disponible chez Vestron pour 17,95 €, et ça les vaut complètement, malgré ce côté un petit peu toujours rébarbatif du souple en petit format, mais mieux vaut mettre ça là. Enfin franchement, c'est quand même bien plus intéressant que pas mal d'autres trucs qui peuvent sortir dans des catégories plus mainstream. Donc oui, et l'autre Godzilla qu'on avait chroniqué, c'était le Godzilla à travers le temps, en fait, qui était un peu moins bien. Et il a fait aussi le Godzilla in Hell, mais qui est aussi fait par Stokoe, justement, je crois. Donc faudrait que j'aille le récupérer aussi, parce que juste la couverture est complètement ah non, c'est ça, Godzilla in Hell, c'est aussi enfin il y a du James Stokoe, mais c'est aussi avec des autres artistes, quoi. C'est moins verbeux aussi, hein. Ouais. Beaucoup plus des monstres géants qui se tapent dessus. Sans beaucoup de dialogue. Voilà, donc c'était cool. Et maintenant, on va conclure déjà ce petit back issue, ce nouveau back issue estival, avec l'arrivée d'un nouvel éditeur sur le marché, Corentin, puisqu'on parle de Black River, donc une maison d'édition qui est aussi sur le comics et qui appartient donc au groupe Editis et tout ça, donc une cousine de 404 Comics, mais qui a pas du tout la même approche dans ses choix de publication, puisque ça vient de se lancer. Ils ont démarré avec 3 titres de lancement, donc à la fois des comics vraiment de licence, puisqu'ils ont repris la série Magic the Gathering de Jed MacKay. Ils ont fait un album de comics dérivés de Assassin's Creed Valhalla. Et donc, moi, je vous reparlerai certainement de Magic parce que j'ai été joueur et que j'aime beaucoup Jed MacKay et Iguara. C'est quand même une bonne équipe créative, donc je pense que ça m'intéresse. Je vous avoue que l'Assassin's Creed Valhalla, je vais lire, mais c'est qui Assassin's Creed Valhalla? Regarde, l'album est juste là. Le Chant de Gloire, Cavan Scott, Martin Tunica et Michael Attier. Michael Attier, c'est le coloriste, du coup. Mais Cavan Scott, ça me dit un truc. Ouais. Bref. Mais bon, c'est forcément le truc, c'est que voilà, ils ont pas, et dans ce qui arrive, ils ont des comics Far Cry et The Division, je crois, donc pas mal de trucs avec Ubisoft, en fait, tout simplement, parce que Assassin's Creed, c'est aussi Ubisoft. Donc à voir si ça parle vraiment aux fans de ces licences de jeux vidéo, mais en général les comics dérivés de jeux vidéo à une Injustice Press, ça c'est jamais
grandiose. Un Bloodborne près, quand même. Ouais, c'est vrai que Bloodborne, c'était pas mal. Bah, Sekiro aussi, c'était... Enfin, Sekiro, ils ont fait un manga qui apparemment est pas trop mal, quoi. Mais bref, voilà. Par contre, le 3e titre de lancement est celui qui nous intéresse plus parce qu'ils ont aussi des comics d'auteurs qui arrivent. Il y a aussi le A Walk Through Hell qui arrive de Garth Ennis. Bah là, à la fin du mois. Très bien. Ouais. Et donc là, on va vous parler de Une étude en émeraude. Donc c'est une adaptation en bande dessinée d'une nouvelle de Neil Gaiman qui est adaptée par Raphaël Scavone et Raphaël Albuquerque. Donc Scavone est sur l'écriture et Albuquerque est sur le dessin. Du à qui on doit déjà Edgar Larome et de Raphaël. Et Dave Stewart donc aux couleurs, donc réunion de jolis noms clairement pour un album assez court clairement aussi, et Corentin mais qui fait son métier il régale en fait. Il régale. Toi t'as surkiffé. Je dirais pas que c'est la lecture de l'année évidemment, je dirais pas que c'est le nouveau Step by Bloody Step, enfin saison de sang, voilà, pour le dire en français. Nick, ce sera un truc que je vais retenir pendant des années. Par contre, l'effet qu'il est censé produire dans son format, on va dire, a entièrement marché sur moi. Alors déjà, ce qu'il faut dire, d'ailleurs c'est rigolo que effectivement Black River soit la 2e boîte du groupe Editis où il y a 404 Comics, et donc qui est piloté par Nicolas Beaujean, qui lui-même est un Lovecraftien convaincu, et probablement d'ailleurs qu'il aurait des tonnes de choses pertinentes à dire là-dessus, que moi, je l'avoue bien humblement profane de Lovecraft, à l'exception de quelques adaptations. Je ne saurais pas vous restituer si c'est fidèle ou pas, parce que donc c'est le croisement, pour résumer très rapidement, entre Sherlock Holmes, Study in Emerald, si je ne dis pas de bêtises, une étude en émeraude Study in Scarlet de Arthur Conan Doyle, qui est le premier roman, on va dire, de Sherlock Holmes, et chronologiquement la rencontre entre Sherlock et le Dr Watson, et une première enquête tous les deux où nous sont révélées les méthodes holmésiennes et l'imaginaire des monstres de Howard Phillips Lovecraft. Comme on peut imaginer, parce que les comics font souvent ce genre de choses, de croisement d'imaginaire, c'est très crossover dans l'esprit. On a vu des tonnes de trucs comme ça chez Dynamite, par exemple, des crossovers d'univers poussiéreux, ou même chez DC ou Marvel. Il y a DC et Marvel ont un Dracula ou un Frankenstein. Voilà, c'est pas nouveau d'imaginer des grandes œuvres littéraires gothiques qui se mélangent dans l'esprit un peu crossover baston. Souvent, on va tordre tel univers ou tel univers pour que ça rentre bien, pour que ça fitte bien. Vous pouvez penser par exemple à la Ligue des Gentlemen Extraordinaires, qui est un peu du même tonneau que cette histoire-là. Mais comment dire, en fait, c'est vraiment compliqué d'en parler sans spoiler, parce que déjà juste vous dire en fait qu'il y a des surprises, ça va probablement vous mettre dans un état d'esprit qui fait que moi, par exemple, j'étais pas du tout au courant de ce qu'il y avait dans cet album-là. Je l'ai lu comme ça, en me demandant voilà ce que ça allait bien pouvoir donner, le croisement entre Sherlock Holmes. T'avais pas lu la nouvelle? Non, okay. Pas du tout. Entre du coup Sherlock Holmes et Lovecraft, et en fait c'est même pas ça, je trouve, le plus intéressant. C'est-à-dire que dès les premières pages, en fait, on est introduit à l'idée que c'est un monde dans lequel les grands anciens existent. Voilà, ça c'est le personnage principal du docteur. Enfin, l'acolyte de Holmes, justement, qui est Watson, va être confronté à une créature pendant les guerres afghanes, et on sait effectivement que le Study in Scarlet commence par Watson qui revient des guerres anglo-afghanes. Et je crois que dans le mythe de Lovecraft, il y a un rapport avec l'Orient lointain où... Bah, c'est là où t'as la cité de... C'est quoi, c'est Kadat? Riley? Non, c'est pas Riley, c'est la cité de Cthulhu qui est au fond des océans. Mais t'as la cité maudite dans un désert, effectivement, oriental, dans laquelle, zut, putain, je sais plus si c'est Kadat. Ah putain, pardon, j'ai un trou de mémoire. Mais oui, il y a un rapport à l'Orient aussi, bien sûr. Voilà. De toute façon, même le Necronomicon a été écrit par l'arabe fou oui, ça, Abdullah al-Zared. On le voit dans Providence de Moore, ça d'ailleurs. Voilà. Mais ouais, donc carrément. Et en fait, donc on s'attend effectivement à croiser Sherlock Holmes qui mènera une enquête au sujet de créatures Lovecraftiennes. L'inconnu, je crois. Ouais, de créatures Lovecraftiennes éventuelles. Et quelque part, c'est pas du tout l'intérêt de cet album-là. L'intérêt va plutôt être de brouiller les pistes par rapport à certains éléments, et en fait de te prendre à revers par rapport à un truc que tu pensais être vrai. Alors je sais vraiment pas comment aller plus loin en fait sans spoiler. Peut-être qu'on peut faire une partie post-générique où je parle vraiment de ce qui se passe, mais en même temps ça va vous donner envie de l'écouter, donc c'est vraiment très dommage. Pour moi, il faut vraiment lire cet album-là. Ça ressemble beaucoup à ce qu'a fait Neil Gaiman par rapport aux princesses Disney, on va dire, enfin aux princesses des contes de Grimm ou de Perrault. Par exemple, il avait fait Snow White and Apples, qui était un renversement de Blanche-Neige par rapport au mythe original. Mon pote Renaud me disait qu'il avait fait pareil avec La Belle au Bois dormant. Et là, on est vraiment dans cette histoire, dans un truc comme ça. C'est-à-dire que Neil Gaiman, c'est un mec qui connaît en fait vraiment la littérature.
classique, gothique. D'ailleurs, chaque chapitre ici est introduit par une sorte de fausse publicité de magazine qui, je pense, est un hommage au format publicitaire qui était utilisé dans les magazines où étaient prépubliées les histoires de Sherlock Holmes. Mais là, c'est des fausses publicités pour le Dr Jekyll, pour Vlad Tepes, donc pour Dracula, donc pour toutes ces grandes figures en fait du roman fantastique de l'époque. Effectivement, en plus, Lovecraft et Conan Doyle, bon, ils ont quand même 20 ans d'écart, mais c'est des contemporains de la même génération littéraire. Lovecraft a peut-être percé plus tard, évidemment, parce qu'il est né après, mais l'imaginaire est pas du tout incompatible. Et en plus, Sherlock Holmes est très modulable. Hein. On sait que Conan Doyle lui-même avait autorisé énormément de parodies, de détournements ou de modernisation de son œuvre, parce qu'il s'en foutait, lui, en fait, de Sherlock Holmes. C'est pour ça qu'il a voulu le buter pour s'en débarrasser. Donc là, effectivement, c'est très intéressant comment c'est fait. C'est assez glaçant. En fait, t'as plusieurs strates de surprises qui t'avalent en fait dans cet univers que tu penses aller vers une direction. Là, il commence à résoudre l'enquête, tu te dis ah, ça va finir comme ça, j'ai compris et tout. Et en fait, t'avais rien compris du tout. Et là, il te retourne le cerveau et te dit ah putain. Et je pense que si t'es vraiment fan de Sherlock Holmes, c'est que tu comprends ce que ça implique. Limite, c'est vraiment beaucoup trop court en fait. Ça, t'as envie de la suite, t'as envie d'une ongoing, t'as envie de plusieurs volumes de ça parce que la promesse est super exaltante. Et ce croisement, je le trouve vraiment ultra intelligent. Moi qui suis encore une fois pas fan de Lovecraft, je crois comprendre ce qu'on retrouve dans sa littérature. Il y a vraiment des scènes que je trouve justement glaçantes dans ce que je m'imagine justement que prodiguent les romans de Lovecraft par rapport au bizarre, par rapport à ce sentiment en fait de uncanny comme on dit en anglais, c'est-à-dire une familiarité étrange qui du coup te paraît très tu remarques qu'il y a un truc qui déconne et tout. Et ça marche vraiment super bien. Je suis un peu moins fan des dessins en l'occurrence. Enfin, il est pas mal. C'est du bon Albuquerque. Hein. Il a été franchement à des niveaux plus. Je suis d'accord. Les créatures sont bien. Les rues, je trouve un peu désertes. Tu vois, il y a pas mal de fonds un peu vidasses et tout. Ce qui est plutôt dommage, mais ça handicape pas du tout mon plaisir de lecture. Moi, vraiment, j'ai pris un vrai gros kiff sur cette lecture-là, du coup, que j'ai bouffé d'une traite. Ça se lit super vite, hein, honnêtement. Et je pense que si vous êtes comme moi, fan de Sherlock Holmes, enfin, je sais pas si je suis fan de Sherlock Holmes, mais si, allez, je suis fan de Sherlock Holmes. Ouais, soyons fous, assumons un peu. C'est vraiment, une façon intelligente de tordre le cou aux espoirs que tu peux placer dans justement un début de récit comme ça. Et je suis affreusement frustré parce que j'aimerais vous dire pourquoi c'est génial, mais je ne peux pas parce que sinon je vous gâcherais votre lecture. Et essayez de le prendre comme moi, si vous le prenez justement, en oubliant tout ce que je viens de vous dire, en rentrant de manière très neutre, juste en vous imaginant ce que pourrait donner le croisement de Conan Doyle et de Lovecraft, parce que ça a vraiment beaucoup plus d'intérêt que d'essayer de jouer vous-même au détective en essayant de comprendre ce qui pourrait se passer à la fin. Et après, peut-être que vous allez lire, vous allez vous dire, bon, il s'est un peu emballé, on s'en fout, enfin, qu'est-ce que ça veut dire et tout. Mais c'est possible, hein. Mais après, honnêtement, moi, je trouve vraiment que Gaiman, c'est vraiment beaucoup trop fort, quoi. Il arrive à faire tenir un truc aussi, je trouve, dense, en tellement peu de pages, de la même façon que les nouvelles de Sandman, voilà. Parce que moi, je connais moins, pareil, sa partie littérature. En fait, je lis toutes les adaptations en comics qui se font de Neil Gaiman, mais je lis jamais les romans. Ce truc que j'ai dû lire, c'est American Gods et De mon présage. Et je trouve ça très bien, évidemment, mais il y a vraiment une façon de d'écrire qui, pour moi, appelle aux images. Et là, les images qui sont créées par Scavone et par Albuquerque, je les trouve superbes, quoi. Tu vois, par exemple, quand, c'est pas un spoiler de dire, par exemple, qu'il y a, parce que je crois que c'est dans la nouvelle, enfin, le roman original, qu'il y a une présence de tête couronnée britannique dans cet album. Et cette scène-là, par exemple, elle est merveilleuse, quoi. C'est l'utilisation des éclairages, et vraiment cette ambiance qui te prend. Donc ouais, non, vive les adaptations de Gaiman en comics, en vrai, parce qu'il y a vraiment énormément de choses bien. On se rappelle aussi qu'il y a Graveyard Book qui arrive bientôt, chez Delcourt en intégrale. Vous avez la Norse Mythologie qui a été eisnerisée récemment aussi. Et t'as American Gods qui est disponible en VF chez Urban. Que je trouve moins bien, en l'occurrence, American Gods, parce que, du coup, ayant lu le roman, en fait, je préfère le roman. Mais ouais, et donc, pareil, Snow Glass and Apple, je crois, Snow White Glass and Apples. Donc vraiment, ouais, un super faisceau, en fait, de continuation séquentielle de l'œuvre de Gaiman. Et, lisez ça, si vous êtes comme moi, ça va probablement vous plaire. Voilà, donc c'est disponible chez Black River. T'as kiffé, toi? Ouais, j'ai kiffé aussi. Cool. Mais t'as tout dit, franchement, je peux pas paraphraser et en dire plus. Après, ce serait risqué de divulgacher des trucs. Donc franchement, je suis en tout point d'accord avec toi, même que même il y avait des trucs que j'avais pas compris que tu m'as expliqué après, donc c'est encore mieux comme ça. Et donc c'est disponible aux éditions à Black River qui viennent de se lancer. D'ailleurs, c'est traduit par son directeur qui s'appelle David Guélou. Et j'espère qu'on pourra le recevoir
prochainement dans un podcast pour parler édition avec ce monsieur. Oui. Et donc je disais, c'est disponible pour 14,90 €, donc prix plume aussi par rapport au prix du comics habituel. Donc et vu la lecture sympathique que c'est, on vous encourage à faire à titiller votre curiosité. Et donc c'est déjà la fin de ce Back Issues de nouveau. Avec ces 5 albums chroniqués. On espère que l'émission vous a plu. N'hésitez pas à nous dire si vous avez lu l'une ou l'autre de ces bandes dessinées ou si vous comptez le faire pour l'une ou l'autre après nous avoir écouté. Et puis si vous appréciez ces émissions-là, n'hésitez pas à le faire savoir. Vous pouvez partager les podcasts sur vos réseaux sociaux. Et si vous avez envie de nous soutenir financièrement, sachez qu'on a une page Tipeee qui est ouverte et qui nous permet tout simplement de voir l'avenir de façon sereine pour continuer à produire toujours autant d'émissions avec une rentrée qui sera chargée comme d'habitude avec plein d'émissions en préparation et d'invités à faire venir. Vous connaissez, ça fait bientôt 2 ans qu'on n'arrête pas. On a plus de 350 podcasts publiés en même pas 2 ans. Et a priori, si vous êtes toujours là, c'est que vous appréciez le programme. En tout cas, c'est ce qu'on leur souhaite. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt pour le prochain podcast. Salut!